Bien, moi je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, notamment dans ce contexte qui est un contexte très particulier, euh, qui rappelle aussi l'importance, je veux dire, de réfléchir et de se poser les bonnes questions, je veux dire, dans un contexte qui amène à définir de nouveaux designs pour la formation à distance. Donc, ce que je vous propose durant la trentaine de minutes d'échange, peut-être que je ne parlerai pas des 30 minutes, hein, bien entendu, pour laisser le temps à quelques questions, c'est de revenir sur quelques repères pour une expérience d'enseignement-apprentissage à distance et qui soit réussie. Réussie à la fois pour l'étudiant et réussie à la fois pour l'enseignant. Parce qu'il y a des enjeux qui sont importants, bien entendu, surtout dans le contexte qui est le nôtre cet après-midi ou ce matin, selon le décalage horaire, à savoir une mobilité qui est en fait une mobilité qui se fait dans un arrière-plan d'immobilité, c'est-à-dire où chacun reste en quelque sorte chez soi. Donc, dans ce contexte-là, comment penser la formation à distance? Alors, je vais juste rappeler, et ça sera très court, la formation, l'enseignement à distance, pour aussi que l'on partage, comment dire, une représentation suffisamment commune de qu'est-ce que ça représente. Euh, la formation à distance, on le sait, c'est quelque chose qui est ancré depuis des décennies dans un certain nombre de pratiques et qui se développe, je veux dire, depuis, on va dire, la deuxième moitié du XXe siècle, qui se développe de manière exponentielle. On pourrait revenir aussi sur les raisons de ce développement. Euh, Là où au départ, je veux dire, c'était réservé à quelques personnes, je veux dire, dans des situations très particulières qui étaient notamment liées à l'éloignement physique, de plus en plus, la formation à distance ou les modalités à distance de la formation sont venues également s'adresser à des publics qui n'étaient pas forcément aussi éloignés qu'on pouvait le penser des établissements de formation, avec bien entendu un impact très important dans ce développement, je veux dire, qui est lié au développement du réseau Internet et également de tous les outils, des infrastructures et des services qui sont liés à cela. À la fois, je veux dire, depuis le milieu des années 90, je veux dire, avec le développement aussi exponentiel d'Internet, on a vu se développer un certain nombre de dispositifs et d'outils de formation à distance. Et cependant, au cours de toutes ces années, je veux dire, il y a des choses qui, comment dire, demeurent encore au stade du questionnement quant à la qualité de la formation à distance. Et donc là, ce que je vous propose, c'est non pas de faire 150 ans de revue de littérature, je veux dire, sur cette notion-là, mais de façon très synthétique de se dire et de partager au fond qu'est-ce qu'il faut considérer pour réussir une formation à distance. Alors déjà, la formation à distance, telle qu'on peut la penser, a beaucoup évolué et se développe aussi, et ça peut être, comment dire, une situation dans laquelle vont se trouver des étudiants, comment dire, qui vont être, je veux dire, à distance, donc les étudiants internationaux. C'est notamment l'apparition de modalités à distance que l'on appelle le comodal. Le comodal, c'est une modalité selon laquelle à la fois l'enseignant est dans un local, avec certains étudiants également qui sont dans le local, mais surtout avec des étudiants qui suivent les activités d'enseignement et d'apprentissage à distance de manière synchrone ou asynchrone. La comodalité, qui est quelque chose qui va se développer beaucoup à l'automne 2020 pour tenir compte des contraintes sanitaires liées à la pandémie, et notamment à la distanciation physique et puis à toutes les conséquences qui sont liées à cette pandémie, est une modalité qui permet à l'étudiant de suivre le cours soit en venant en présence, donc pour les étudiants internationaux, ça va être un petit peu plus compliqué, mais soit en le suivant de manière synchrone ou le suivant de manière asynchrone. Donc, ces trois modalités. Trois modalités, et lorsque l'on regarde un petit peu comment les étudiants vivent ces modalités, ce sont des modalités choisies, hein, c'est important à comprendre, et l'étudiant, il peut d'une semaine à l'autre changer la modalité. Et on s'aperçoit, pour une étude exploratoire que nous avons conduite à l'Université Laval, que la moitié des étudiants, en fait, qui sont dans cette comodalité, suivent les cours à distance, et tout le temps à distance, et qu'ils sont en fond entre 20 et 25% à être toujours sur campus. Et on a un 20-25% qui oscille entre les trois modalités. Donc, une modalité qui a cette caractéristique du fait que l'expérience d'apprentissage n'est pas la même pour les uns et les autres.
Dans le contexte qui va être le nôtre également et possiblement le nôtre à l'automne, je veux dire, l'enseignant peut se retrouver seul aussi, je veux dire, dans des locaux universitaires ou d'organisations et d'institutions de formation parce que les étudiants ne pourraient pas se joindre. Mais ça permet également, et c'est une modalité à distance qui est intéressante parce que ça permet, malgré l'absence des étudiants, de faire des activités qui mobilisent, par exemple, des équipements je veux dire, qui sont seulement présents physiquement dans des lieux. Donc, parmi les modalités, bien sûr, il y a les modalités plus conventionnelles que l'on appelle pour la modalité à distance entièrement en ligne, où il y a à la fois les cours synchrones, les cours asynchrones et de plus en plus, et notamment on le voit dans ce qui se perd actuellement, ce qu'on appelle le distanciel mixte, c'est-à-dire à la fois une alternance de cours asynchrones et de cours synchrones. Par rapport à cette évolution, d'ailleurs qu'on voit bien qu'on est très éloigné de comment dire, ce qu'on appelait l'enseignement par correspondance pour être aujourd'hui davantage dans de la formation en ligne, c'est-à-dire pour laquelle des activités d'enseignement et d'apprentissage se réalisent en dehors du campus, eh bien, on constate, et puis j'aurais pu continuer la courbe ici, que, je veux dire, l'offre de formation rejoint un grand intérêt des étudiants. Et un grand intérêt qui est d'autant plus important que les étudiants ont plus de 25 ans. Comme vous le voyez sur ces courbes, à la fois le nombre d'inscriptions à l'Université Laval depuis 2011, je veux dire, augmente. Et il augmente encore plus pour les étudiants qui ont plus de 25 ans, c'est-à-dire des étudiants qui peuvent être en reprise d'études, qui reviennent aux études, mais des étudiants aussi qui sont davantage, comment dire, dans un contexte de recherche de conciliation entre, comment dire, le travail, les études et la famille. Donc, nous sommes dans ce contexte-là, avec bien sûr une courbe qui va s'envoler à l'automne, puisque de manière contrainte, certains cours ne seront proposés qu'à distance. Et c'est le cas, par exemple, à l'Université Laval, pour laquelle, là où jusqu'à présent, on avait à peu près 20-25% des cours qui étaient proposés à distance, bien là, on va en avoir entre 75 et 80%. Donc, ce qui est un changement, je veux dire, important. Dans ce contexte de formation à distance, et ça c'est un point important que je voulais partager avec vous, c'est que la formation à distance est une formation qui peut permettre à un grand nombre de réussir. Sur ce graphique-là, j'ai juste voulu reprendre comment dire, quelques données issues de l'analyse de plusieurs, enfin, de plusieurs cours. Hein, c'est plus de 22 000 inscriptions cours qui ont été analysées là et qui sont reprises dans ce schéma très succinct, qui montre par exemple que certes, si la moyenne d'abandon, si le pourcentage moyen d'abandon est plus élevé, comment dire, à distance qu'en présence, eh bien, on constate que, je veux dire, les écarts ne sont pas si importants que cela. Les écarts, je veux dire, entre les taux d'abandon présence et les taux d'abandon distance sont inférieurs à 4%, de même que l'échec. Ce qui fonctionne le mieux, si je puis dire, si vous acceptez cette expression, c'est le mode hybride, c'est-à-dire là où les étudiants alternent à la fois des activités campus et des activités comment dire, à distance. Dans le cas qui nous intéresse, pour les étudiants internationaux qui n'auront pas la possibilité de venir sur le territoire, eh bien, tout sera à distance. Mais vous voyez, malgré le fait qu'ils soient tout à distance, les taux de réussite, je veux dire, demeurent bons. Alors, ils demeurent bons et suivent malgré tout, comment dire, les taux de réussite des autres étudiants. Et ça, c'est aussi un élément important. Dans ces graphes qui peuvent être un petit peu chargés là, c'était pour signifier le fait que si je regarde la courbe en vert et si vous voyez mon curseur qui se déplace, c'est pour dire que bien sûr, la courbe en vert, ce sont les étudiants internationaux qui étaient sur le campus, d'accord? Mais cette courbe rappelle que pour les étudiants internationaux, et on le sait au début, ça ce sont des cours de premier cycle, eh bien, il y a cette problématique d'acculturation, de découverte des modes et des modalités, des attendus pédagogiques qu'il y a, par exemple, à l'Université Laval comme dans d'autres universités. Et en fait, ce qu'il faut lire ici, ce n'est pas tant le fait que, je veux dire, dans l'absolu, l'apprentissage en tant que tel soit plus compliqué, je veux dire, pour un étudiant international qu'un autre. Non, ce qui est un point de vigilance, et ce sur quoi nous travaillons activement, c'est faire en sorte que comment dire, la connaissance du dispositif, de la manière d'apprendre, de la manière de réaliser les activités n'étant pas la même, qu'il y a une culture pédagogique qui diffère d'un pays à l'autre,
eh bien, on retrouve cette différenciation-là qui, je veux dire, est présente sans toutefois mettre en difficulté au final les étudiants qui sont, comment dire, de cultures pédagogiques différentes, c'est-à-dire les étudiants internationaux. Donc ça, c'est un point important. Un point important qui m'amène aussi à dire, attention, la formation à distance, oui, ça fonctionne. Oui, c'est vrai que dans certaines revues de littérature, il y a des taux d'abandon énormes, mais on montre, et nous ne sommes pas les seuls, je veux dire, à montrer qu'il est possible aussi d'avoir des taux d'abandon et des taux d'échec très, très faibles, qui se rapprochent de ceux que l'on observe à présentiel. Et cependant, je veux dire, considérant ces éléments positifs de la situation, il faut toujours, comment dire, veiller à ne pas sombrer ou à ne pas être tenté par certains mythes. Par exemple, de dire que concevoir ou suivre un cours en formation à distance, c'est facile. Non, de la même manière que ça ne permet pas une véritable relation, tout dépend en tout cas de tout, par rapport à ces éléments-là du design pédagogique qui va être mis en place. De la même manière, plus un cours en formation à distance, je veux dire, mobiliserait des aspects technologiques, plus il serait pertinent. Non. L'idée, si vous voulez, c'est de revenir, et lorsque l'on fait un design pour la formation à distance, de revenir sur des principes qui sont des principes non pas technologiques, mais qui sont des principes pédagogiques. Et ce sont ces principes qui sont importants et que nous rappellent également les étudiants et que nous rappellent également un certain nombre d'études. Ce que nous rappellent les études, c'est que lorsque l'on parle de formation à distance, au fond, on pense souvent à une première distance qui est la distance géographique. Bien sûr, elle existe, mais on se rend compte au fond que, et puis depuis, vous voyez, 1993, donc c'est, comment dire, des éléments, je veux dire, qui ont été formalisés il y a plus de 20 ans, bientôt 30, qui, je veux dire, concernent bien sûr la dimension géographique, mais également la distance temporelle. C'est-à-dire la distance temporelle, c'est, bien sûr, il y a le décalage horaire, c'est une chose, mais vous voyez, c'est également les délais de rétroaction entre l'enseignant et les étudiants, entre les étudiants entre eux. Ça dépend également de la distance, elle est également de nature technologique. On sait très bien que la qualité des infrastructures dans tous les pays, au niveau de tous les pays de la planète, cette qualité est différente. Et donc, lorsque faire des vidéos ou faire même du Zoom dans certains pays, ça ne pose pas de problème parce que le débit est suffisant. Dans d'autres contextes, c'est un peu plus délicat. De la même manière, il y a une distance socioculturelle que j'évoquais tout à l'heure à travers, comment dire, l'habitude que l'on a ou non des modalités et des méthodes pédagogiques du pays qui propose des cours à distance. Et puis, on retrouve des choses également qui sont importantes, qui sont les distances socio-économiques et qui amènent aussi, et je sais que le CEI, à travers les aides qui sont faites aux stagiaires, aident beaucoup, c'est-à-dire de s'assurer que les étudiants puissent avoir une qualité d'équipement en termes d'ordinateur, mais également une qualité d'accès aux ressources numériques qui sont proposées. Et bien sûr, l'autre élément, et ça c'est un point important, la distance, elle est également et peut-être avant tout une distance pédagogique, d'où l'importance, lorsque l'on fait un design pédagogique pour la formation à distance et dans un contexte international, de bien non pas centrer sur une logique de contenu, mais bien centrer sur une logique d'expérience et qui part de la culture et des pratiques des étudiants et non pas d'un contenu et d'un ensemble de connaissances et de savoir qu'il conviendrait d'acquérir. Et c'est ce qui nous amène, si vous voulez, en considérant ce contexte d'étudiants, d'être toujours vigilant et de nombreuses institutions, quasiment la plupart des institutions, bien sûr, sont vigilantes à cela, c'est-à-dire de prendre en compte toute cette diversité des risques d'exclusion des étudiants à distance qui sont liés à ces distances que je rappelais tout à l'heure, et d'où l'importance de centrer vraiment sur l'expérience d'apprentissage, c'est-à-dire de s'intéresser au contexte dans lequel se trouve l'étudiant qui est engagé dans une formation, le contexte qui est le sien, à la fois, comment dire, économique, organisationnel et technologique. Et une manière, si vous voulez, de parvenir à réduire ces distances, c'est de prendre le temps
dès lors où on débute une formation, de prendre le temps avec les étudiants de donner du sens à la formation, c'est-à-dire de revenir aux principes pédagogiques de base que l'on appelle l'alignement pédagogique, sans rentrer dans le détail, ces principes pédagogiques de base qui font qu'on va partager, prendre le temps pendant la première séance, peut-être deux si c'est nécessaire, de partager avec les étudiants, je veux dire, ce qui est attendu dans le cours et la manière, à la fois le but, à travers les objectifs, mais également le cheminement, c'est-à-dire la manière d'opérer les différentes activités d'apprentissage pour atteindre ce but. Ce qui amène, si vous voulez, ça c'est un point fondamental dans la formation à distance, à expliciter ce qui habituellement est implicite quand on est en présence. Ce qui est implicite, par exemple, quand on est en présence, c'est que lorsque je rentre dans un local, selon la configuration du local, j'ai une idée de l'activité qui va m'être proposée. À distance, on ne rentre pas dans un local. D'où l'importance d'expliciter le pourquoi, le déroulement des activités qui vont être proposées et de ne pas considérer que c'est un acquis. Dans un contexte de distance, il y a également un élément important. On ne peut pas, et surtout dans un contexte d'internationalisation, dire ben voilà, le cours a lieu tous les jours à telle heure. Non, ça c'est une chose. Ce qui est important, c'est de travailler à la flexibilité. Flexibilité du temps, flexibilité des activités, qui vont permettre à chacun de pouvoir en quelque sorte ajuster et s'ajuster et ajuster son organisation aussi pour réunir les conditions de la réussite de son parcours de formation. D'autres éléments qui sont importants et encore davantage renforcés dans le contexte qui est le nôtre, c'est celui de la socialisation. C'est-à-dire qu'habituellement, je veux dire, quand on suit une formation sur campus ou dans une institution éducative, je veux dire, il y a une socialisation qui est instituée, il y a des associations d'étudiants, on se retrouve autour des repas, etc. Là, dans ce contexte-ci, l'un des enjeux, c'est celui de la socialisation qui doit être active, c'est-à-dire de faire en sorte que les activités qui sont proposées à la fois au sein des cours, mais également au niveau d'un programme, participent du développement d'activités de socialisation et surtout un point important dans la réussite que la littérature relève par ailleurs, qui est le développement d'un sentiment d'appartenance. Ce qui fait que, au départ, quand on débute une formation à distance et quand on la conçoit, c'est bien de s'assurer que, bien sûr, ça va viser l'apprentissage de contenu, mais également, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les étudiants et les étudiantes puissent, ce qu'on en appelle, opérer un apprentissage de la forme. Un apprentissage de la forme, c'est l'apprentissage du dispositif, à la fois au niveau technique, au niveau des différentes fonctionnalités. De façon à ce que les deux courbes d'apprentissage, qui sont d'une part la courbe d'apprentissage du dispositif en pointillé et la courbe d'apprentissage des savoirs en trait plein, et bien que celle des dispositifs puisse se faire le plus rapidement possible, c'est-à-dire que les étudiants puissent comprendre très très rapidement comment ça fonctionne, de façon à pouvoir se centrer sur les apprentissages et de ne pas décrocher en quelque sorte précocement. Pour ça, ce qui est important, c'est de travailler, comment dire, à l'établissement d'une relation pédagogique, voire d'une alliance pédagogique, et c'est-à-dire de redonner du sens et de la valeur à la présence synchrone. La présence synchrone, ce n'est pas uniquement, comme je le fais là, comment dire, de faire un cours magistral pendant 1 heure, 2 heures. Non, mais c'est de développer davantage des activités, de questionner, de faire en sorte que les étudiants vont se sentir concernés et engagés dans les activités. Et ça suppose également que les étudiants, dès lors où il y a des activités qui sont asynchrones, il y a des signes de présence. Ça peut être des messages réguliers qui sont envoyés par les enseignants, ça peut être des forums qui sont mis en place, tout un ensemble d'activités. Tous ces éléments-là concourent à faire en sorte que les étudiants vont pouvoir s'engager. Et les étudiants nous disent beaucoup de choses également sur leur engagement. Déjà, ce qu'ils nous disent, c'est que eux, et ça, c'est une enquête qu'on a faite cet hiver, si vous voulez, excusez-moi, dans la perspective de l'automne, de façon à savoir si les étudiants souhaitaient continuer leurs études à l'Université Laval, donc des résultats donnés par 14 205 répondants qui sont encourageants. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder que, bien sûr, il y a une différence entre les étudiants nationaux et les étudiants internationaux, c'est-à-dire que les étudiants nationaux qui ont déjà suivi des cours, disent eux, leur mode privilégié pour 26%, c'est la distance. Par contre, pour les internationaux, c'est que 18%. Puis ça, on le sait, on le comprend, on ne voyage pas forcément pour faire des cours à distance. Cependant,
quand on regarde la colonne bleue et la colonne grise, on se rend compte qu'il y a une grande appétence pour la mixité des activités. Et bien sûr, pour les étudiants qui arrivent, eh bien, les pourcentages sont différents. Ces pourcentages sont différents, ce qui nous amène aussi, si vous voulez, quand on fait une dizaine de cours, à dire attention, si c'est un cours de premier cycle, il nous faut avoir plus de vigilance. Plus de vigilance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et interrogeant toujours les étudiants, eh bien, ça veut dire de proposer une structure de cours explicite, comme je disais tout à l'heure, d'alterner des activités, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement du synchrone, ce n'est pas uniquement de l'asynchrone, c'est un mix entre tout ça, que ce soit en comodal ou pas, que ça va mobiliser différents types de supports, différents types de matériel pédagogique. Il peut y avoir des présentations narrées, des lectures et toute autre chose. Mais également de dire, quand bien même, je veux dire, il faille à des activités à plusieurs, il faut aussi limiter les travaux d'équipe parce que les travaux d'équipe, si vous voulez, surtout dans ce contexte, je veux dire, suppose que l'étudiant va devoir négocier avec les membres de son équipe pour trouver les temps disponibles. Et s'il est dans plusieurs cours, ça commence à être compliqué. D'où, je veux dire, cette attente de limitation et cette attente aussi de différents niveaux de lecture, de différents niveaux d'activité qui vont être proposés, de façon à ce que chacun puisse s'y retrouver. On est bien dans cette logique où on essaye de concevoir un environnement qui permette à chacun, chaque étudiant, de trouver ce qui lui convient le mieux. Pour aider les étudiants, ce que l'on sait également, c'est de permettre aussi à ces étudiants de pouvoir se projeter, c'est-à-dire, par exemple, d'avoir des activités qu'il aura à faire sur une période, par exemple, qui peut être de 3-4 semaines, de façon à ce qu'il puisse s'organiser, à pouvoir opérer sa flexibilité temporelle et de pouvoir aussi repérer quand est-ce qu'ont lieu les temps synchrones, les temps de synchrones qui sont en fait attendus d'une part pour des activités de lancement, c'est-à-dire pour expliquer à quoi va consister le cours, mais aussi des temps synchrones qui vont être attendus dès lors où il y a des travaux longs, avant les examens, pour revenir sur des corrections. C'est ce qui est attendu et c'est cet élément qui est important. Et puis, je veux dire, quand on parle de temporalité, bien sûr, chacun cherche à aller à son rythme, mais également, je veux dire, permettre à tout à chacun d'aller à son rythme, ce n'est pas le laisser forcément libre à 100% de son temps. C'est-à-dire que les étudiants aussi nous disent, aidez-nous aussi à nous maintenir engagés, aidez-nous à définir le rythme de ces activités, et notamment en fonction des évaluations. Tout ça, les étudiants, ils attendent deux choses, c'est-à-dire à la fois que les activités qui sont proposées puissent stimuler leur engagement cognitif. Et pour ça, par exemple, il y a des demandes, ce qui peut paraître des demandes de quiz qui peuvent être faites à volonté, soit par exemple toutes les semaines, avec toutes les 3 semaines un caractère obligatoire qui intégrerait les notes. Donc, tout un ensemble de challenges qui sont proposés pour venir, en quelque sorte, activer leur engagement et soutenir leur persévérance. Laquelle persévérance, bien sûr, est soutenue par une relation pédagogique qui est organisée selon des feedbacks qui sont fréquents, rapides et surtout via l'organisation de forums qui sont à la fois des forums auxquels participent les enseignants, mais également des forums auxquels ne participent pas les enseignants. Pour terminer, je dirais que dans ce contexte d'évolution, accélérée de la formation et du développement de la formation à distance, nous travaillons, je veux dire, à concevoir des dispositifs de formation donc selon cette logique de centration sur l'utilisateur et avec, si vous voulez, un certain nombre d'activités, de conseils et d'accompagnement qui sont faits auprès des étudiants qui visent d'une part à leur permettre de bien découvrir les attendus du cours, les modalités, la manière. Également des activités, et ça c'est un point important, je veux dire spécifiques qui n'ont rien à voir avec le contenu, mais qui concernent l'installation entre guillemets, ce que j'appelle de son poste d'apprentissage, c'est-à-dire quand j'apprends où, je suis organisé comment, est-ce que c'est uniquement sur la table de cuisine, est-ce que je peux négocier un espace, est-ce qu'il y a des tiers-lieux non loin de chez moi vers lesquels je peux me rendre, bon je pense par exemple aux espaces ouverts de l'Université virtuelle du Sénégal, mais pas que cela. Il y a plein d'autres choses, d'autres lieux qui font cet office-là. Mais comment également, et ça c'est un point important, comment aider l'étudiant à gérer son temps, à garder le rythme, comment également l'aider et l'accompagner dans le développement de sa capacité à s'informer, car ce que l'on voit, c'est
parfois dans les abandons des étudiants, c'est que, je veux dire, c'est une information qu'ils n'ont pas trouvée, qui leur aurait été utile pour maintenir leur engagement. Et donc, il y a tous les apprentissages spécifiques qui sont liés à cette modalité de formation à distance pour lui permettre de s'engager, c'est-à-dire de participer, de contribuer aux échanges, au forum, ce qui lui permet aussi de socialiser, de développer les interactions et dans une perspective de collaboration. Mais ce qui est important aussi, c'est d'aider les étudiants et les enseignants, je veux dire, à se maintenir ce que j'appelle en santé pédagogique, c'est-à-dire avoir cette organisation des activités qui soient faites sur, comment dire, une durée suffisante, de façon à ne pas tout concentrer une fin de semaine pour rendre tous ces travaux. Et tout ça, ça repose sur un principe qui est assez simple, et je terminerai là-dessus, qui est un principe de faire le point, c'est-à-dire de développer aussi, de faire des points réguliers avec les étudiants pour les amener à réfléchir sur comment ils s'y sont pris pour apprendre et comment travailler avec eux de manière continue sur l'amélioration de leurs conditions d'apprentissage à distance et sur le développement de compétences ad hoc. Voici ce que je voulais partager avec vous. Et considérant que dans ce contexte-là, je veux dire, où l'incertitude est notre compagne du quotidien, mais il nous importe de réinventer ou de remobiliser en quelque sorte les acquis qui ont été, je veux dire, consolidés sur les pratiques et les bonnes pratiques de la formation à distance, de façon à pouvoir offrir à la fois aux enseignants et aux étudiants une expérience d'apprentissage qui soit riche. Je vous remercie beaucoup.